Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine avec des marchés qui se sont littéralement enflammés. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer cette semaine et on finira par le suivi du DCA Challenge Bourse. Donc on est parti, on commence en premier par le VIX qui est un indicateur de volatilité sur le S&P 500. Et ben il a une nouvelle fois baissé moins 8,52%. Si on se met sur 6 mois, on est à moins 17. On peut voir qu'ici il est autour des 20, donc c'est quand même quasiment 2 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Ça, c'était un petit peu la période, rappelez-vous, où on ne savait pas si les conflits qu'on a actuellement dans certains pays allaient dégénérer ou on ne savait pas trop. C'était un peu l'incertitude. Et depuis le début de l'année, on est à moins 46, sur un an, moins 50. Et sur 5 ans, ça c'est assez dingue, le VIX, on est sur des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis, il me semble, c'est fin 2019. Voilà, on avait ces niveaux en novembre 2019, décembre 2019. Donc c'est assez incroyable, mais ça veut dire que il y a pas trop de crainte sur les marchés. On estime que ça va le faire, ça va s'améliorer, les taux vont baisser, l'économie va reprendre petit à petit. Donc tant mieux en soi pour nos portefeuilles, parce qu'on va le voir, ça fait en sorte que les performances sont très très bonnes. Au niveau du CAC 40 sur la semaine, 2,66%, donc on est passé au-dessus des 7500, donc depuis le début de l'année, CAC 40 il est à 14%. On peut voir ici d'ailleurs, là il était à 6795 le 27 octobre, et vous allez le voir, c'est vraiment corrélé au VIX. Le 27 octobre, si on se met sur le VIX, alors on va essayer d'y aller, le 27 octobre, et on était là, vous voyez, donc c'était le point bas. Donc le VIX c'est assez intéressant, pas pour timer réellement le marché, mais actuellement, le VIX, il est extrêmement bas parce que le marché est cher en soi, qu'on est quasiment au sommet. On n'y est pas encore, mais on y est presque. Et finalement, cet indicateur-là, pour un investisseur long terme, c'est vraiment une pépite, parce que vous vous mettez sur 5 ans. Quelqu'un qui a acheté ici avec un VIX à 66, ah non, mais là, c'est blindage. Là, il s'est mis extrêmement bien pour cette personne-là. Personnellement, j'ai commencé à investir en mars 2020, mais j'étais pas non plus là. J'étais quand même, je pense que j'avais un VIX autour des 30, 32, ce qui était déjà un super bon point d'entrée. Malheureusement, j'ai vendu un petit peu trop tôt et ça a continué de monter. Mais bon, maintenant, j'investis vraiment à long terme, je vends plus, donc ça se passe très bien pour le moment. Après, on va sur le S&P, 5 derniers jours, 0,88, donc c'est vraiment aussi très bien. On a 4600 depuis le début de l'année, on a plus 20%. Donc franchement, pour ceux qui utilisent la stratégie d'investissement assez passive, un ETF S&P 500, on s'est mis très très bien. Et pour ceux qui sont sur un ETF World, c'est certainement un petit peu pareil. On pourrait regarder CW8, ça c'est l'ETF du PEA depuis le début de l'année. Plus 16, bon, c'est un petit peu en dessous du S&P 500, mais c'est quand même très très correct. Donc après, on a la map du S&P. Alors on va se mettre sur la semaine. Vous allez voir que c'est plutôt positif. On a les grosses caps, donc Apple, Google, Meta, Tesla, ça se passe très bien. Amazon, Microsoft, cette semaine, c'était rien de spécial. On a juste les énergies qui baissent un petit peu, mais bon, elles sont pas assez capitalisées pour faire baisser les indices à ce niveau-là, quoi. Ensuite, on a des actus très importantes, les amis, cette semaine, notamment ce mardi 12, on a les résultats de l'inflation aux US. Alors ça, croyez-moi, ça peut impacter les marchés en fonction des résultats qu'on a. Donc là, si on regarde l'inflation rate, on va voir où on en est actuellement, qu'est-ce que ça donne. Donc là, on était à 3,2 juste ici, donc actuel, et le consensus était 3,3. Et donc là, le consensus pour ce mardi, ils estiment que ça baisse encore, qu'on va passer de du coup 3,2 ici à 3,1. Donc attention, si on n'est pas à 3,1 et qu'on est à 3,5 et que ça remonte, ça risque un petit peu de foutre un petit coup au marché. Après, voilà, on est à plus 20%, donc en soi, même si ça perd 5%, c'est pas très grave. Mais voilà, il faut le prendre en considération. On verra bien, parce que qui sait, si ça baisse encore, le marché peut potentiellement très bien réagir. Après, souvent, il faut savoir que le marché, il a tout anticipé. Donc, entre guillemets, le prix d'aujourd'hui, c'est le meilleur prix en soi. Après, notre euro, qu'est-ce qu'il donne? Sur la semaine, ça a pas mal baissé, Le dollar a repris du poil de la bête. On est à moins 1,17%. Si on se met sur 5 ans, on peut le voir, voilà, là, ça remonte depuis 2022, notre euro. Ça a un peu de mal, c'était redescendu. Là, c'était un peu remonté, là, c'est redescendu. Donc, on ne sait pas trop où il va, notre euro. On verra, on suivra tout ça. Orpea, on se rapproche des 0 euros. Bon, je l'avais prédit, mais je pense que c'était pas très compliqué de le prédire. Une action comme ça qui s'est fait trasher littéralement, mais on est vraiment plus très loin. Là, on est à 1 centime. Donc à mon avis, c'est une question de quelques semaines, et je pense qu'au bout d'un moment, on pourra la sortir des bilans de la scène, parce que dès qu'elle sera à zéro, elle sera à zéro, quoi. Il n'y aura plus besoin de l'analyser. Après, les cryptos. Alors là, les cryptos, pareil, cette semaine, c'était assez explosif.
un Bitcoin plus 11% cette semaine. Il est quasiment à 44 000 $. Quand je me dis que je faisais des bilans de la semaine, il y a même pas 12 mois, il y avait un Bitcoin à 17-18 000. C'est assez fou. Ethereum plus 8. On voit que certains alts, ADA ici, il a pris plus 49, Solana plus 15. Donc le marché des cryptos, pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. À voir s'il va pas y avoir une correction ou pas. Mais on va regarder différents indicateurs que je vous ai préparés, notamment celui-ci, les social media. Donc les indicateurs des réseaux sociaux, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on reste dans une période où tout le monde s'en fout des cryptos, hein. Mis à part les personnes qui aiment les cryptos, qui investissent, etc. Je sais qu'il y en a plein au sein de cette chaîne, mais des nouveaux entrants, il n'y a personne. Parce que là, on peut regarder déjà, alors c'est où les stats des youtubeurs? Bah, c'est ici. Bon, c'est les youtubeurs américains. Bon, là, on est sur 12 mois. Vous voyez bien que sur 12 mois, bah, franchement, c'est pas terrible, hein. Si on se met sur All, on compare à 2021, c'était l'explosion pendant très très longtemps. Là, on est limite sur des plus bas historiques. Alors qu'en soi, on a un Bitcoin qui a fait plus 100% déjà. Mais donc, il n'y a pas réellement de nouveaux entrants. À voir s'il va y avoir de nouveaux entrants, à voir ce qui va se passer aussi au niveau des demandes d'ETF qui sont déposées, si c'est accepté, si c'est refusé. On verra bien, mais c'est assez étonnant de voir que le prix monte pas mal et qu'au final, des nouveaux entrants, il n'y en a pas vraiment. Donc, est-ce que c'est plus les institutionnels, notamment BlackRock, etc., qui continuent de rentrer dans le marché pour préparer leurs ETF et cette acceptation? Franchement, j'en ai aucune idée, mais c'est étonnant. Après ça, le prix du Bitcoin, on l'a vu, hein, 43 000 et quelques. D'ailleurs, là, si on se met sur la semaine, hein, vous allez voir, on était là, quoi, on n'était même pas à 40. Donc là, ça se stabilise. On suivra ça, hein. Donc vous avez de partout des personnes là qui mettent des images un peu comme ça. On est pile là, vous inquiétez pas, là, ça va monter tout droit. Affaire à suivre, hein. On regardera tout ça. Faites gaffe, hein, toutes ces images que les personnes font. Vous inquiétez pas, là, il faut rentrer maintenant, ça va exploser, etc. Si vous n'êtes pas rentré sur les cryptos, voilà, faites gaffe, il fallait rentrer, je pense, il y a pas mal de temps, voilà, quand c'était à 20 000, 25, parce qu'en fait, plus vous rentrez à un niveau comme ça, plus vous prenez aussi de risques, hein, il faut le prendre en considération. Après, alors des richesses énormes à l'étranger, donc on a le fondateur de Binance CZ, du coup, qui s'est retiré, donc forcé de rester aux États-Unis. On en avait parlé la semaine dernière, donc présente un risque de fuite selon le juge chargé de l'affaire judiciaire qui l'oppose au ministère de Justice. Donc l'ex-PDG de Binance sera donc forcé de rester aux États-Unis jusqu'en février prochain. Le point sur les dernières informations. Et c'est vraiment dingue, les amis, la puissance des États-Unis, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Si demain ils veulent limite fermer la plus grosse plateforme au monde, Binance, bon, même si les parts de marché, j'ai vu, ils sont passés en dessous des 50%, mais en fait ils font ce qu'ils veulent. Ils ont tellement une force de frappe, les États-Unis. C'est incroyable. C'est pour ça que je suis quand même plutôt hyper optimiste par rapport aux US. C'est que vraiment, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils contrôlent le monde. S'ils veulent demain fermer telle entreprise, limite, ils peuvent la fermer comme ça. Là, on parle de quelqu'un qui a des milliards, quoi. T'as beau avoir des milliards, si la justice américaine veut te détruire, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment fou. Et donc, bloqué aux États-Unis sur ordre judiciaire. Donc, au départ, il était prévu qu'il puisse rejoindre sa famille en attendant le verdict. Cette dernière réside en effet aux Émirats arabes unis, mais les avocats de l'accusation ont sonné le tocsin, estimant que l'ex-PDG pourrait décider de ne jamais revenir sur le sol américain. Les Émirats n'ont en effet pas d'accord d'extradition avec les États-Unis. Donc voilà, des millions à payer, un verdict en attente. Donc caution 175 millions. Bon, ça va, hein, ça reste assez raisonnable pour lui quand on est milliardaire, mais quand même, hein, ça pique, hein. Et cette somme ne suffira pas à le retenir puisqu'il détient suffisamment de fonds pour ignorer cette dette. Donc on suivra ça, mais c'est vraiment dingue, hein, la force de frappe des États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Après, le Salvador offre un visa de liberté à 1 million de dollars en partenariat avec TTR. De quoi s'agit-il? Alors, il lance un programme de visa liberté offrant la citoyenneté en échange d'un investissement de 1 million de dollars, soit en Bitcoin, soit en USDT. Et pour le coup, c'est quand même hyper rentable, hein, parce que là, ils indiquent que, en fait, si c'est pour 1000 personnes maximum, ça pourrait du coup rapporter 1 milliard de dollars, ce qui est juste énorme. Et 1 milliard de dollars au Salvador, tu fais des choses sympas avec 1 milliard de dollars au niveau du pays, etc. Mais voilà, c'est une petite news comme ça. Je sais pas trop comment ce pays arrive à tout faire fonctionner, etc. Parce que ça doit être assez spécial quand même, hein. Mais ils indiquaient quelque part, alors je vais essayer de retrouver. En fait, ils disaient que la population, ils n'avaient pas du tout accès à la partie paiement. On peut le voir ici. Le Salvador avait marqué un pas important vers l'intégration d'environ 70% de sa population non bancarisée. Donc on ne parle pas d'un pays comme la France où tout le monde a des cartes bancaires, plusieurs comptes, etc. 70% non bancarisés, donc finalement le Bitcoin c'est potentiellement une solution pour eux. Après
la volatilité. Je sais pas trop comment ils gèrent, mais potentiellement avec de l'USDT, hein, ils ont des solutions certainement comme ça dont ils peuvent se servir. Et ici, c'est au cours des dernières années, donc au Salvador aussi, donc la politique de réduction de la criminalité mise en œuvre par le président semble avoir été très efficace. Depuis son instauration, le Salvador a connu ses premiers jours sans homicide. Ses premiers jours, parce qu'avant, c'était tous les jours des homicides. Et cette tendance à la baisse atteint aujourd'hui son niveau le plus bas historique. Finalement, ils ont un président qui gère plutôt bien. Il paraît un peu fou avec du Bitcoin de partout, mais en tout cas, moins de criminalité, moins d'homicides. Donc on suivra tout ça. Et là, il veut faire venir des bitcoins maximalistes pour avoir des visas et aussi enrichir un petit peu le pays, parce qu'un milliard, c'est toujours sympa. Après, au niveau des crypto ETF, Google allège des conditions pour les annonceurs. Alors ça, c'est intéressant, ils ont pris la décision, c'est à partir de janvier 2024. Un petit peu comme s'ils se doutaient qu'il allait peut-être aller avoir des ETF qui allaient arriver, ou on ne sait pas trop, hein. C'est peut-être juste une coïncidence. Mais si on descend un petit peu plus bas, Google, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont modifier un petit peu leur politique en matière de publicité, parce qu'il faut savoir que les sites internet, etc., il y a pas mal de règles si on souhaite faire de la publicité, notamment pour les cryptos. Donc là, j'ai vu que ça sera possible pour beaucoup de choses, sauf pour les ICO. Donc c'est un peu le lancement de tokens, les signaux de commerce de crypto-monnaie et les annonces de stacking NFT. Mais pour le coup, le reste, ils pourront faire de la publicité directement sur Google. Donc à partir du 29 janvier, les annonceurs proposent ces produits financiers et ciblant des clients aux États-Unis pourront exercer en toute liberté. S'ils répondent à certaines exigences imposées par Google, ils sont certifiés par l'entreprise. Et autre point très important, les annonceurs crypto devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays. D'après CoinSpeaker, les Cryptocurrency Coin Trust ne sont autres que les Exchange Traded Funds, donc les ETF, ces produits financiers qui autorisent des investisseurs dans des trusts détenant d'importants pools de Bitcoin ou d'Ether. À voir ces nouvelles, Google pourrait détenir des informations capitales quant à l'approbation des ETF spot Bitcoin des géants de la finance comme Fidelity ou BlackRock pour le mois de janvier. Alors ça, encore une fois, on ne sait pas, hein. Attention, ça peut potentiellement ne pas passer. Si ça passe pas ces ETF spot, ils sont tellement attendus que ça risque de piquer sévère et on risque de voir un Bitcoin mais qui s'éclate un petit peu. Donc je l'espère pas, hein. J'ai des cryptos, mais on sait jamais, quoi. Et ensuite, on finit par le bilan du portefeuille. Et ben, sur la journée de clôture, donc ça c'est vendredi 0,79. Et sur la semaine, on a fait 1,32. Et si on regarde un peu le S&P 500, parce que c'est à lui que je me compare, il a fait, alors j'allais dire 16%, oula, j'ai vraiment sous-performé. Non, il a fait 1,19 et 0,60. Donc on va regarder. Bon, on a fait un petit peu plus, on a fait ici un petit peu moins sur la journée de clôture, mais voilà, moyenné, on a fait à peu près la performance du S&P 500. Donc voilà par rapport à cette vidéo, les amis. D'ailleurs, pour Trade Republic, si vous souhaitez ouvrir un compte, actuellement, ils ont passé les liquidités à 4%. Donc tous les fonds que vous avez sont rémunérés à 4% et chaque début de mois, on perçoit les intérêts. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse par rapport à ça. L'ouverture, c'est gratuit. Franchement, c'est un super courtier, notamment si vous faites du DCA en ETF. Je trouve que c'est vraiment adapté à ça. Je vous mets aussi 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici. N'hésitez pas à aller les voir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.